Hello Nick. Hi, it's great to see you. How are you? I'm great. Donc aujourd'hui, on est avec Nick Allen, qui fait partie du syndicat SEIU. Il se trouve que Nick parle français. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, donc Nicolas Allen, je représente donc un syndicat nord-américain de travailleurs des services et également du fast-food maintenant. Et voilà, je suis le responsable des affaires internationales. Et alors, dans ce cadre-là, je sais que tu as travaillé sur une campagne qui s'appelait Fight for 15. Là, on voit le petit pins, le petit badge. Et on a pas mal entendu parler il y a quelques années, une campagne où les travailleurs demandaient à être payés $15 de l'heure. Ouais, voilà, grande campagne aux États-Unis qui a démarré en 2012 avec quelques centaines de grévistes du fast-food à New York qui ont fait un acte très courageux et très audacieux de demander un SMIC qui était plus du double du SMIC fédéral à l'époque, qui était à $7,25. Donc ils sont sortis en grève et ont fait cette revendication, $15 et le droit syndical, qui n'existe concrètement pas aux États-Unis. Et donc cette demande est devenue le slogan phare un peu d'un nouveau mouvement qui a été lancé pour augmenter les salaires aux États-Unis et pour le droit syndical. Un mouvement qui a vraiment cartonné depuis. Dans les McDo, c'est parti? Ouais, c'est parti dans le fast-food, y compris les McDo à New York, et puis très rapidement, ça s'est répandu dans toutes les villes des États-Unis, et ensuite dans d'autres secteurs aussi. Donc après les fast-food, il y avait les travailleurs de l'aéroport, les travailleurs qui s'occupent des enfants, et d'autres qui ont rejoint la lutte, et maintenant c'est un peu un slogan dont tout le monde s'est emparé pour faire élever les salaires. Parce que ça a marché. Et ça marche surtout du point de vue politique, c'est-à-dire des élus ont vu que c'était une revendication qui avait un souffle derrière, qui avait des forces, et ont commencé à tenter de passer des lois dans des villes et dans des États pour faire monter le salaire jusqu'à $15 de l'heure. C'est-à-dire un doublement quasiment du SMIC où il était il y a juste quelques années. Et maintenant, on voit que la Californie, le New York, Maryland, Massachusetts, l'Illinois, enfin beaucoup d'États aux États-Unis ont commencé donc ce processus pour arriver à 15. Et certains sont déjà là. Donc on a vu des augmentations salariales énormes. Pour les plus pauvres aux États-Unis, on estime que 22 millions de salariés sont maintenant en voie vers les $15 de l'heure. Et donc, au moins, le début d'une possibilité d'une vie décente. D'accord. Et alors, concernant les travailleurs de McDonald's, c'est un endroit où il y avait très très peu de syndicats, voire quasiment pas. Zéro. Ça a permis aux structures syndicales de s'implanter dans les McDo? Pas vraiment encore. Hein. Là, on est dans un mouvement pour former un syndicat. Le syndicat lui-même, légalement, dans le système américain, n'existe pas. Chez McDo, il n'y a pas de convention collective, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas vraiment de droit syndical. Si moi je vais à un restaurant et je veux parler à un salarié du syndicat, on appelle la police et je me fais jeter. Donc ce qu'on a par contre, c'est des comités d'organisation de travailleurs McDonald's partout dans le pays qui tentent d'agir comme un syndicat, c'est-à-dire ils agissent ensemble pour faire valoir leurs revendications, ils luttent ensemble contre leur patron et contre l'entreprise, et ils gagnent des choses. Donc, effectivement, oui, quelque part, on a formé un syndicat et on lutte, mais la reconnaissance syndicale nous échappe toujours. Et c'est McDonald's qui est le leader du secteur et qui refuse jusqu'aujourd'hui de négocier. Est-ce que tu peux nous parler de des conditions de travail des travailleurs de McDo aux États-Unis? Pour résumer, elles sont assez abominables. Et je pense que pour un public français, il y aurait des choses qui choqueraient, parce que, vu la faiblesse des lois du travail aux États-Unis, le patron, la boîte, tentent de faire tout ce qu'ils peuvent pour maximiser leur profit. Ce qui fait que le salarié est vraiment écrasé dans des conditions assez horribles. Donc, temps partiel quasi universel, un turnover à 300% par an, donc le salarié moyen reste pendant 3-4 mois, parce qu'ils ne peuvent pas tenir dans des conditions pareilles. Une pression énorme sur le travail lui-même, qui est intense et difficile. Les consommateurs qui sont eux-mêmes dans des situations difficiles et sous pression, qui font parfois des actes violents sur les travailleurs. Ah oui. En plus, un problème d'harcèlement sexuel qui est très répandu aux États-Unis chez McDo. Maintenant, on a fait des enquêtes et on a trouvé plein de cas, qui est devenu un peu aussi un slogan du mouvement. Il faut arrêter ça. Donc voilà, des conditions, quand on regarde dans l'ensemble, qui sont franchement abominables. Et ça, quand on met ensemble avec un salaire très bas, ce qui est toujours le cas dans la majorité des États. Ils n'ont pas encore atteint les ils sont $8, 8,50, ils sont où ils sont. Ces gens-là vivent dans leur voiture et où ils n'ont pas de logement, où ils n'arrivent pas à se nourrir, où ils n'arrivent pas à acheter leurs médicaments.
pour leurs enfants. Donc c'est des situations vraiment choquantes. Avec des bénéfices énormes, un chiffre d'affaires énorme. Bah oui, McDo, c'est 7 milliards de dollars de bénéfices nets par an à l'échelle mondiale. Ça, c'est après tous leurs coûts. Donc oui, non, c'est une boîte qui marche très bien. Tout à fait, très profitable. Qui fait beaucoup d'argent, mais qui ne rend pas cet argent-là à ses salariés. Non, l'argent est rendu à la direction et aux actionnaires, uniquement. Même pas, oui, ils ne payent même pas leurs impôts. Bah voilà, alors dans beaucoup de pays, on voit c'est un schéma d'optimisation fiscale, voire d'évasion fiscale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah alors dans beaucoup de cas, ce qu'on voit, c'est que McDonald's montre des schémas très complexes, des schémas financiers, pour cacher certains revenus des autorités fiscales dans le pays où les profits sont créés. Donc, par exemple, en Europe, dans tous les pays d'Europe, chaque restaurant McDonald's doit payer 5% de leur chiffre d'affaires à une filiale à l'étranger, maintenant au Royaume-Uni en l'occurrence, pour le royalties, pour le droit d'appartenir à la marque McDonald's. Voilà. Pour avoir le droit de mettre le M. Voilà, le M, les produits, enfin, toute la propriété intellectuelle de la marque. Et cet argent-là échappe à la fiscalité française. Et c'est pas tout. Il y a aussi, on pense, beaucoup de l'argent des loyers. Parce que ce qui est particulier avec McDonald's, c'est que les immeubles leur appartiennent. Et donc, les franchisés qui opèrent les restaurants doivent payer un loyer à la maison mère. Et cet argent-là aussi, parfois, se retrouve dans des filiales à l'étranger. Et peut-être qu'il y a souvent des cas dans beaucoup de pays où le taux d'imposition dans le pays de la filiale est très bas, alors que le taux d'imposition dans le pays d'origine aurait été beaucoup plus élevé. Donc, ce qu'on voit, c'est des schémas un peu partout où ils maximisent leurs profits, ce qui est tout à fait leur mission, c'est-à-dire de créer le maximum de fric possible pour leurs actionnaires, et ils le font très efficacement. Et nous, on estime qu'il faut que la société fasse lumière sur ça, et qu'on change ces choses-là par des lois et par des campagnes publiques et citoyennes aussi, pour dire stop, quand les profits sont créés dans un pays, il faut que l'argent soit taxé dans ce pays pour les services publics de ce pays. Voilà. D'accord. Et dans ce cadre-là, vous avez lancé une campagne internationale alors? Oui, alors on a une campagne internationale qui est syndicale, dans le cadre de l'Union internationale des travailleurs de l'agroalimentaire. C'est notre syndicat mondial. Tous les salariés du fast-food sont unis pour tenter de créer des jobs qui pourraient vraiment soutenir une famille, des jobs décents dans le fast-food. Alors que dans la vaste majorité des pays, ce ne sont pas des bons boulots. Ce ne sont pas des boulots où on peut vraiment vivre bien. Et donc notre mission syndicalement, c'est de créer suffisamment de force, de rapport de force à l'international pour pouvoir convaincre cette entreprise, McDo, de changer ses pratiques vis-à-vis de ses travailleurs. Et ce qu'on voit, c'est que, ce qui est intéressant, c'est que dans certains pays, ils le font quand ils sont forcés de le faire. Par exemple, en Scandinavie, au Danemark, les conditions sont franchement assez bonnes. Et comment ils ont été forcés de le faire là-bas alors? Il y a eu un mouvement très musclé de la part des syndicats danois et de la société danoise en général. Quand ils sont arrivés dans les années 80 à McDo, c'était des Américains très arrogants. Ils voulaient faire comme ils voulaient faire, ils ne voulaient pas négocier avec qui que ce soit. Et ils se sont très vite aperçus qu'il y a eu un boycott qui a duré 2 ans, qui les a frappés fortement au Danemark. Et ils ont constaté que devaient changer leur attitude vis-à-vis des syndicats, déjà, pour faire marcher la boîte. Et ils l'ont fait. Et aujourd'hui, je peux dire que bon, ils ont un rapport assez civilisé, des salaires le double de la France chez McDo. Le prix du Big Mac est le même, à peu près, à Copenhague qu'à Paris. Donc c'est vraiment faisable. Hein. Oui, ils n'ont pas mis la clé sous la porte pour autant. Ils n'ont pas mis la clé sous la porte, voilà. Et donc, ça nous donne de l'espoir. C'est-à-dire que pourquoi tous les McDo ne seraient pas comme les McDo danois? Un McDo où les gens peuvent travailler dignement, avec des droits syndicaux et un salaire relativement correct. Et comment on crée le rapport de force à l'échelle internationale? C'est tout un travail. Je me lève tous les matins et je me pose cette question. Mais on y bosse et ça avance. Donc, pour moi, le premier pas, c'est de créer des liens entre les salariés des différents pays. Donc, vraiment à la base. Et quand on est ensemble, c'est vraiment frappant ce qui se passe entre les travailleurs. Ils ont un lien de solidarité qui est immédiat. Même si la langue n'est pas là, ils n'arrivent pas à communiquer verbalement, il y a une reconnaissance entre eux qui est immédiate. Et ça fait partie du fait qu'ils bossent pour la même marque. Et leurs expériences sont les mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes brûlures sur les bras. Chacun a travaillé sur le même grill, a fait le même Big Mac. Et donc ils sont unis
mondialement par cette expérience. Donc ça, c'est très puissant. Donc une fois qu'on a tissé ces liens, on peut imaginer un mouvement syndical international réel. Et bon, par exemple, les actions qu'on tente de faire, c'est pourquoi pas mettre nos négociations collectives sur le même calendrier. Comme ça, si les syndicats allemands veulent aller en grève un jour, et ben, pourquoi pas les syndicats nordiques, les syndicats en Nouvelle-Zélande, les syndicats au Japon, ne pourraient pas les soutenir dans la même boîte en même temps. Voilà, donc grève internationale, pression internationale en vue de négociations internationales. C'est là où on va. Et un travail sur l'image de marque aussi? Bien sûr, on estime qu'il faut faire lumière sur toutes les pratiques néfastes de cette enseigne, qui sont donc pas que sur les travailleurs, mais aussi, on l'a vu, sur la fiscalité et sur d'autres fronts aussi. Donc la marque qui représente pour eux, enfin, ce qui tente de convaincre le grand public avec un financement énorme de marketing, c'est que les arches dorées, c'est la bonne nourriture, un emploi stable, et c'est gentil pour les enfants, et c'est bon pour la planète. Alors là, il faut quand même qu'on puisse dire non. Voilà, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Et donc, en effet, on tente de faire lumière sur des pratiques qu'on estime qui sont néfastes. Donc, par exemple, sur l'environnement. Il y a tout un travail qui doit être fait sur l'impact de McDonald's sur les déchets, sur la société du tout jetable, qu'ils ont vraiment eux-mêmes un peu créé quelque part avec leur modèle. Et ben, il va falloir les responsabiliser pour changer ça, par exemple. Merci Nick Allen. You're welcome.